Madame la Présidente, chère Hélène Langevin-Chaudiot, mon cher confrère, professeur Salem, ma chère consoeur, professeur Foucault, et surtout cher Lucien, je suis heureux que l'on m'ait demandé de témoigner de la très profonde estime que j'ai envers Lucien Sèvres à travers notre itinéraire commun, qui est un itinéraire d'une certaine durée, et je l'espère d'une certaine épaisseur. Comme vous le savez, Lucien Sèvres est resté 17 ans au Comité consultatif national d'éthique. Pas tout à fait, c'est 17 ans, de 83 à 2000. Absolument. Il est resté 17 ans. Et je dirais que, notamment du fait de sa présence, ces 17 ans furent parmi les hautes périodes du Comité consultatif national d'éthique. Je reviendrai sur ce point. Et il n'a pas peu contribué à ce que cette période ait assez rapidement fait de ce comité créé par le président François Mitterrand en 1983, après la naissance d'Amandine, qui a été un élément stimulant sans doute de la création du comité, ait été un modèle observé, imité, jamais égalé au moins dans ce qu'il fut à ses débuts dans le monde, puisque ce fut le premier comité d'éthique, pas comité d'éthique en tant que tel, il en exista de nombreux aux États-Unis, mais le premier comité national d'éthique de cet ordre. Et pourtant, l'arrivée de ce philosophe qui jadis était marxiste, qui maintenant est marxien, au comité d'éthique, en tant que représentant de grands courants de pensée, était une arrivée singulière, par beaucoup d'aspects que je voudrais commencer par étudier. Et vous verrez combien cette singularité, et il est normal qu'il en fût ainsi pour un dialecticien, fut d'une richesse extrême. Toute l'histoire de la bioéthique, je ne vais pas la reprendre, la pensée, les écrits bioéthiques ont été réalisés par des personnes attachées à la conception des droits de l'homme et s'est développé autour d'une prise en compte de ces droits de l'homme particuliers dans des situations de soins et d'essais durant lesquels étaient appliqués les progrès de la science. En réalité, dans l'immense majorité des comités de bioéthique, la bioéthique, l'éthique des sciences médicales et de la santé, pouvait se dire sous la forme de la réflexion sur l'observation des droits de l'homme, confrontée à ces techniques nouvelles, telles qu'elles étaient les filles de l'évolution des connaissances, du progrès technique. L'interrogation étant, est-il bien respectueux des droits de l'homme que d'agir de cette manière? À ce titre, bien entendu, l'atmosphère intellectuelle des comités d'éthique et du premier comité d'éthique était une atmosphère humaniste. Et humaniste est à considérer les significations étant considérables de ce terme, polysémique en réalité, étant ici l'ensemble des réflexions et des actions se fixant comme objet l'homme en tant que tel et les conditions de son épanouissement optimal. Or, c'est le premier présupposé qui, a priori, pouvait poser de problème pour un marxiste, l'homme en tant que tel.
Il était passionnant de voir comment un marxiste, ayant l'expérience qu'il avait, ayant notamment écrit cet ouvrage considérable dans l'histoire de la pensée marxiste, le marxisme et théorie de la personnalité en 1969, allait être confronté à cette problématique d'un comité d'éthique et ce qu'allait en être le résultat. En effet, la question et le questionnement se posaient, par référence à ce qu'il avait étudié et commenté, c'est-à-dire la première étape de la réfutation absolue, totale, d'un certain humanisme théorique, idéaliste et de la notion des droits de l'homme par Marx lui-même. Puisque en 1843, dans à propos de la question juive, Karl Marx attaque frontalement cette notion des droits de l'homme en tant qu'il dépasse les droits du citoyen. Ces droits de l'homme dépassant les droits du citoyen sont présentés comme des droits de l'homme égoïste, ayant le droit de poursuivre son intérêt au détriment de l'intérêt d'autrui. Et plus tard, au cours de sa vie, et vous le rappelez, ces droits de l'homme sont parfois représentés comme le droit du boutiquier anglais, de l'épicier de Jeremy Bentham ou bien de John Stuart Mill, et par conséquent, bien évidemment, n'ayant strictement rien d'universel. Par ailleurs, et dans la foulée de cette réfutation des droits de l'homme, l'on trouve une réfutation également sans appel, dans Karl Marx, de la notion de l'homme théorique, l'homme en tant que tel, l'homme déconnecté de son contexte social, j'y reviendrai, et contexte historique. C'est par conséquent un grand spécialiste de l'abord marxiste de la personnalité, avec ses présupposés qui allaient devenir un des éléments centraux d'un comité consultatif national d'éthique profondément humaniste et attaché aux conceptions bourgeoises des droits de l'homme, appliqués notamment à l'homme confronté à la technique et au progrès technoscientifique. Belle aventure, remarquable défi. Essayons un peu de voir comment cette belle aventure et ce remarquable défi a été affronté. En fait, avant même que d'être au comité d'éthique, et je crois que ce passage qui s'est rendu au comité d'éthique a aussi beaucoup contribué à la pensée, à l'enrichissement de la pensée de Lucien Sèvres, sur la base de cette réfutation par Marx de certains droits de l'homme et d'un certain humanisme théorique et idéaliste bourgeois. Il a peu à peu refondé une théorie dont l'on parlera longuement après mon intervention, qui est une anthropologie. Il est difficile d'utiliser maintenant le terme humanisme, donc une anthropologie dont les caractéristiques sont d'être biographiques, dialectiques, socio-historiques, et je pense que cette refondation d'une anthropologie marquée par la temporalité et par l'histoire biographique, dialectique, socio-historique forme les prémices de cette extraordinaire fécondité de la rencontre entre Lucien Sèvres et le comité consultatif national d'éthique. Marx y a aidé, puisque après cette convention des droits de l'homme bourgeois, nous trouvons la suite des textes très fondateurs de cette anthropologie marxiste à laquelle Lucien Sèvres a consacré une partie de sa vie. Tout d'abord, dans la critique du droit politique hegelien en 1844, ce que tout le monde connaît, le monde, c'est le monde de l'homme. Le monde de l'homme, la société, l'État. Cet État, cette société, nous dit Marx,
produisent la religion. Ce n'est pas l'homme qui fait la religion, c'est la religion qui fait l'homme. L'homme fait la société de l'homme, qui fait l'homme au sein de cette société. Première pensée structurante. Qui ensuite se déploie, et je vais prendre simplement quelques éléments fondamentaux pour essayer de dire comment je m'imagine cette construction du corpus idéologique de ce philosophe marxien maintenant au sein de ce comité d'éthique. Le deuxième ensemble est sa réflexion avec Marx et sur l'approche de Marx à propos de l'essence humaine. Évidemment, l'humanisme essentialiste est par définition celui qui va être réfuté, qui va être condamné. Et certains ne cesseront de le condamner et ne pourront jamais en rabaisser sur cette condamnation, notamment à Husserl. Dans le texte ultra connu et qui joue un rôle, on le verra ensuite, qui joue un rôle tellement important dans l'évolution de la pensée de Marx, c'est-à-dire le texte de 1845, les thèses sur Feuerbach, il y a un texte tout à fait essentiel pour comprendre la pensée de Lucien Sèvres par rapport à l'éthique, qui est celui sur l'essence humaine. L'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu pris à part. Dans la réalité effective, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Donc ce texte est l'un de ceux sur lesquels il a considérablement écrit, réfléchi, et qui va commencer de nous montrer comment, à partir de la critique marxiste, il rétablit la possibilité d'un investissement aussi riche dans le domaine de la pensée éthique, notamment au sein du comité d'éthique. En effet, ce qu'il nous propose, c'est cette dialectique d'une essence humaine qui, en quelque sorte, correspond à une intériorisation secondaire d'une essence qui trouve son origine dans les rapports sociaux, mais également dans les rapports manufacturés, qui sont autant création de l'homme que l'homme est création de ces rapports sociaux. Et cette essence dialectique qui va de l'un à l'autre acquiert une évidence et une robustesse qui commence de former un socle sur lequel se développera manifestement sa réflexion. La deuxième pensée qui va être très importante dans l'approche et dans l'apport de Lucien Sèvres au domaine de la bioéthique, c'est la pensée à propos de la philosophie de la pratique, la philosophie de la praxis. Et là encore, il a consacré au fil des ans, des décennies, de longs passages à en dire la permanence dans la pensée de Marx, contrairement à ce que certaines thèses proposent. De la même manière que l'essence humaine n'est pas inhérente à l'individu pris à part, mais réside dans les rapports sociaux, de la même manière, la pratique dans ses deux sens, c'est-à-dire le faire, mais également l'agir et la pensée de l'agir, cet ensemble de la praxis, sont pour Marx, et dans l'explication qu'en donne Lucien Sèvres, sont matérialisation de l'idée autant que condition à l'émergence de l'idée, et condition fondamentale de cet entre-deux d'où émerge l'homme. C'est tout ce que vous savez sur le caractère totalement essentiel de la libération de la main pour l'émergence de l'homme. Et nous verrons comment cette pensée de la pratique va être réinvestie dans ces analyses de la pratique en bioéthique. Où bien entendu, il s'agit bien d'une pratique scientifique et technique appliquée à l'homme. À partir de cette analyse, fondamentalement, ce qui la résume, c'est la notion selon laquelle je suis ce que je fais. Je ne peux être autre chose que ce que je fais. Qui est une pensée d'une force considérable, et notamment pour aborder les problèmes auxquels les comités consultatifs d'éthique sont habitués.
Et enfin, le dernier concept, le quatrième, par conséquent, qui va lui servir, paraît-il, il me dira si je me trompe, qui va lui servir à avoir tous ces outils conceptuels, cognitifs, qui vont tant apporter à notre réflexion au sein de l'unité éthique, c'est sa réflexion sur l'indignation, telle qu'il en retrouve la trace, cette fois-ci, dans les travaux plus tardifs de Marx dans le Capital, en réalité pas dans les travaux initiaux, c'est un peu schématique, un peu polémique et un peu schématique, et où l'aliénation n'est plus le caractère grossièrement aliénant du travail, mais le phénomène par lequel le travail, même s'il est épanouissant, lorsque il se déploie au sein du monde capitaliste, en prise avec la propriété privée des moyens de production, en réalité augmente le pouvoir d'un capitalisme qui s'oppose à l'épanouissement humain. Et par conséquent, il y a aliénation, puisque quand bien même le travail est épanouissant, il contribue à enrichir celui dont toute l'action est de lutter contre les conditions même d'épanouissement de l'homme. C'est fort de cette réflexion, cette pensée, qu'il va dans un texte publié en 88, qui est un texte co-signé, bien entendu, mais qui est d'une importance fondamentale pour le comité d'éthique et qui a été d'une importance également essentielle dans la réflexion bioéthique dans le monde entier. Il va nous proposer une vision, en réalité très consensuelle, mais toute neuve, consensuelle parce que beaucoup de ceux qui sont confrontés à cette vision n'ont pas pensé suffisamment profondément pour la contester raisonnablement dans ce rapport du comité d'éthique qui s'appelle Recherche médicale et respect de la personne humaine, 1980. Un magnifique texte, un texte tout à fait remarquable. Et à ce point de ces souvenirs, je voudrais dire que l'un des éléments par lequel Chassel a tant apporté au comité d'éthique, c'est non seulement la beauté, la robustesse, la profondeur de l'idéation, mais c'est également la beauté de l'expression, la beauté du mot, la beauté de la phrase. Il a, en le disant, comme en l'écrivant, une expression qui séduit par son contenu et par son aspect. Et ce fut une période où le comité d'éthique peut s'enorgueillir de la qualité des textes qu'il a publiés. Par la suite, ça s'est quelque peu dégradé, je dois dire. Il l'a constaté, je suis sûr. Je suis sûr qu'il l'a constaté. Sa réflexion sur la pratique va l'amener, bien évidemment, à partir de cette évidence que l'on est ce que l'on fait, va l'amener à associer totalement un contexte moral avec la réalité de ce que l'on fait, de ce que font les scientifiques, les techniciens, qui sont totalement responsables de leur action. Par ailleurs, cette notion de pratique, cette notion de personne, qu'il a ainsi redéfinie, cette notion d'aliénation, l'amène bien évidemment à enrichir cette vision qui a été aussi explorée de manière un peu différente par Heidegger, cette notion selon laquelle le progrès de la science, facteur d'épanouissement, facteur d'augmentation de la puissance humaine, dans un certain contexte, notamment dans un contexte capitaliste, mais pas simplement, peut être facteur d'aliénation, c'est-à-dire peut être facteur d'assujettissement de la personne. Et il va être au sein du comité d'éthique un profondeur infatigable de tous les biais par lesquels le progrès de la science, dans les neurosciences, d'autres domaines, risque d'être des facteurs d'assujettissement de la personne. Cette personne ainsi définie dans son contexte enraciné que nous avons dit tout à l'heure. Et au total, de par cet itinéraire intellectuel, la contribution de Lucien Sèvres au comité consultatif national d'éthique durant 17 ans peut être caractérisée par, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, par cette épaisseur conceptuelle, un peu d'autres pareils, dont on n'a pas retrouvé l'équivalent après qu'il a quitté le comité consultatif national d'éthique. Par cette incroyable
élégance d'expression, qui illumine la signification des énoncés, mais également, à travers ses engagements publics, par la réalité, l'authenticité, le caractère indiscutable de son engagement personnel. C'est en ce sens que j'ai l'impression qu'il a été lui aussi très enrichi par cette activité qui nous a à ce point tant enrichis. Il a offert, en définitive, et ça n'était pas acquis d'avance, je l'ai dit, le témoignage d'une élaboration philosophique marxiste, matérialiste, énergique, robuste et pourtant incroyablement ouverte et attractive. Et pour cela, je le remercie infiniment. Alors, je dois d'abord avouer que je suis très émue et très fière d'avoir été chargée de ce bref discours d'hommage à Lucien Sèvres, à l'occasion de la réception du prix annuel de l'Union nationaliste, qui vient depuis des années pour l'ensemble de son œuvre si importante et si connue, et bien trop peu par rapport au mouvement médicaux. Alors, je vous demande d'abord m'excuser, mais je voudrais commencer par une petite anecdote personnelle et dont la signification dépasse sans doute, enfin j'espère en tout cas, la dimension strictement anecdotique et strictement personnelle. Après tout, Lucien Sèvres est aussi celui qui s'est arrêté sur les logiques biographiques en s'attachant à les articuler à une perspective historique plus large. Je voudrais commencer par évoquer ma découverte personnelle singulière de l'œuvre de Lucien Sèvres, parce que je crois qu'elle renvoie à bien d'autres parcours pour le mien. Et cette découverte a eu lieu par l'intermédiaire d'un livre qui reste pour moi un ouvrage majeur, une introduction à une philosophie marxiste. J'avais 18 ans et je fréquentais souvent une librairie de la banlieue parisienne. Beaucoup de livres me tentaient, mais étaient très au-dessus du niveau parce que les livres marxistes sont aussi une marchandise. J'ai donc feuilleté sur place le livre de Lucien à cause de son titre, notamment, et après quelques toutes premières lectures de pages choisies de Marx qui m'avaient passablement secoué. Et au simple feuilletage, l'effet fut immédiat. Je fus littéralement sidérée. J'avais adoré la méditation métaphysique de Descartes, mais là je sentais qu'il se jouait tout autre chose. La clarté du style, la beauté du style, qui vient d'être rappelée par Axel Kahn, la vigueur du propos, les enjeux, tout ce que promettait la copieuse table littéraire, et d'abord des questions majeures qui ont fasciné. Alors il m'est tout de suite apparu que ce livre me ferait gagner du temps, que je devais le lire au plus vite, toute la incessante, y compris la préparation de Jacques, et j'ai donc lancé à lire sur place. Mais le volume de l'ouvrage, j'en ai dit lecture en librairie, et j'ai fini par obtenir de mes parents qui me procurent. J'ai toujours cet exemplaire qui a été lu, relu, annoté, recollé, rescotché un très grand nombre de fois. Et j'avoue que cette rencontre a été pour moi tout à fait décisive. Cette rencontre d'un livre, d'abord, a été rapidement doublée par la chance, messieurs Louis, de croiser plus tard dans l'homme, la personne Lucien Sèvres, dans le cadre de ce qui s'appelait alors l'Institut de recherche marxiste de Varsovie, il y a à peu près 20 ans tout ça. Donc j'ai devenu de mon côté enseignant de philosophie, pas tout à fait par hasard. C'est ici que l'anecdote cesse vraiment d'être personnelle. Beaucoup d'autres mois, pas assez sans doute, mais beaucoup, le public de ce soir le prouve, ont fait cette rencontre, la rencontre d'un travail tenace, précis, rigoureux et engagé, conceptuel et concret, au passant du terme. Que Lucien Sèvres n'ait jamais enseigné à l'université est sans doute un immense gâchis, mais je crois qu'il est difficile de mesurer l'ampleur considérable, néanmoins, malgré de son impact sur des générations de lecteurs, indépendamment et hors de l'institution dans laquelle nous nous rendons hommage ce soir. Non seulement le nombre des traductions en langue étrangère de son œuvre le prouve, mais aussi le simple effet produit par la mention de son nom dans une conversation suffit à vérifier l'importance de sa renommée. Il existe de multiples voies pour construire une œuvre, c'est ce qu'il a prouvé, hors des sentiers battus, hors des avenues officielles également. Et il y a souvent quelque chose de l'ordre de l'ironie de l'histoire, il faut le souligner quand même, pas seulement l'histoire des idées, mais d'ailleurs surtout de l'ordre de revanche patiente, à ce que ce soit justement dans les murs de la Sorbonne, comme le nationaliste de ce prix, unique distinction officielle jamais reçue par Lucien Sèvres. Après tout, à l'époque qui est la nôtre, nous avons bien besoin de revanche, il me semble,
n'y a rien de rétrospectif et tout de prospectif, je reviendrai. Pour préciser à présent, bien trop succinctement, l'itinéraire théorique qui fut et qui est celui de Lucien Sèvres, je voudrais évoquer quelques-uns des terrains d'intervention qui sont les siens, en les distinguant, même si la corrélation est forte. Il s'agit avant tout d'une invitation à la lecture, à la relecture, à l'investissement sans crainte des dernières économies pendant quelques forts volumes, aucune bulle spéculative ne laissera jamais. Alors, le premier de ces terrains, c'est celui de la théorie de la personnalité et de la personne humaine, qui vient d'être abordé par Axel Kahn. Je crois qu'on peut dire qu'en dépit de la tradition althusserlienne et de son influence dominante sur ce terrain pendant longues années, Lucien Sèvres s'est attaché à souligner chez Marx la présence, la permanence d'une pensée d'individualité humaine. Et c'est la dimension proprement anthropologique de l'œuvre marxienne qui se trouve ainsi explorée sous ses deux faces, celle de l'historico-social d'un côté et celle du biographico-personnel de l'autre. Sous le fil directeur, pour chez Lucien Sèvres, de l'article polémique qu'il a fait paraître dans la revue La Raison en 1954, qui était dirigé contre la science pavlovienne appliquée à l'activité humaine. De cet article, un article sur les dons, intitulé Les dons n'existent pas, publié en 1964, jusqu'à cette œuvre majeure, donc les marxismes théorie de la personnalité, et au second tome de Penser avec Marx aujourd'hui, sous-titré L'homme, point d'interrogation, et qui vient de paraître aux éditions de la Discussion. Dans la préface à Marxisme, théorie de la personnalité, Lucien Sèvres explique que, outre des motifs personnels déterminants, ce sont initialement les lectures de Sartre, de Politzer, de Lénine, entreprises autour des années 50, qui l'ont conduit à la recherche d'une voie d'analyse non naturalisante, non réductrice de la personnalité humaine, analyse bientôt développée en relation scellée, comme dit lui-même, avec la lecture du Capital, entreprise par lui dans la foulée. Son analyse développée, qui a été rapide, la sixième thèse sur Feuerbach, thèse aussi dense que brève, et d'une importance philosophique cruciale. Cette thèse, je la réénonce dans l'introduction qui vient de proposer et modifiée tout dernièrement, l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu pris à part. Dans sa réalité effective, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Donc cette thèse, qui a donné lieu à une lecture très originale et argumentée de la part de Lucien Sèvres, l'amène à redéfinir la notion d'essence pour la distinguer de la généralité abstraite. L'essence humaine, telle que la conçoit dans cette sixième thèse, n'est pas logée dans des individus isolés, considérés séparément comme une tradition millénaire complétée d'une expérience illusoire au niveau de la pensée, mais du côté des rapports sociaux, ce qui est loin de réduire la singularité réelle des individus, ou au contraire à la voie à une théorie de l'individu concret. Et cette théorisation de l'individu concret ne peut être dissociée d'analyse historico-sociale, historico-économique, à l'articulation desquelles se logent précisément tous les enjeux politiques de la question, tant, et je citerai Marx, tant l'histoire des hommes, l'histoire sociale des hommes, dit-il, n'est jamais l'histoire de leur développement individuel. Cette formule que commente et que développe aussi Lucien Sèvres parmi beaucoup d'autres. Ces enjeux sont aussi centraux qu'actuels. Ainsi, le déplacement du mode de production capitaliste a-t-il pour enjeu la suppression effective de l'aliénation et la définition comme fin en soi du développement des individus, de tous les individus. La notion d'émancipation perd sa faveur selon moralisant pour devenir visée humaine, au plein sens du terme. À cette charmante théorie et son modification poursuivie s'ajoute le souci d'intervenir dans un contexte précis, celui jadis donc de la diffusion d'idéologies des dons, aujourd'hui des théorisations libérales et non-libérales de l'individu, dont les tenants et aboutissants pratiques et politiques sont évidents. C'est là une constante, précieuse, exemplaire, je pense, dans le travail de Lucien Sèvres. Ce souci non seulement de participer au débat du moment, mais de s'inscrire dans une conjoncture politique, au sens large du terme, d'y intervenir comme théoricien et comme homme d'engagement. Ainsi, on a fait de ces recherches poursuivies sur ce terrain qui se développeront parallèlement aux responsabilités qui ont été celles de Lucien Sèvres de 1983 à 2000, qui ont été rappelées également dans le cadre du comité consultatif national d'éthique. En liaison avec les avancées de la recherche biomédicale, les réflexions antérieures de Lucien Sèvres trouveront l'occasion de leur approfondissement sans jamais renoncer ni à la clarté, ni à l'élégance du propos, ni aux perspectives pratiques et concrètes. Je
pense par exemple pour ma part au petit livre de 2006, Comment la suite de la critique de la raison zoétique, qui était paru en 1994 chez Gilles Jacob, petit livre intitulé Qu'est-ce que la personne humaine, et sous-titré Bioéthique et démocratie, qui s'attache à éclaircir, entre autres notions, la notion de personne humaine potentielle, proposée par Lucien Sèvres pour déterminer le statut de l'embryon, élaboration qui n'a rien perdu de son actualité, il me semble, alors que l'offensive des intégristes, de leurs collègues gouvernementaux, menace directement le droit à l'avortement. Je voudrais citer un passage de ce livre particulièrement adapté, il me semble, au contexte de notre rencontre. La question dans ce passage, que fait Lucien Sèvres dans ce passage, est la suivante: face aux menaces croissantes, faut-il accuser la science avec un S majuscule, baptisée technoscience à l'occasion, porteuse de tous les mots, ou supposer que la raison, aussi avec un R majuscule, et les lumières seront tirées d'affaire? Voilà ce qu'écrit Lucien Sèvres. Le processus, dit-il, sans cesse accéléré d'accroissement des savoirs et pouvoirs biomédicaux ne s'opère-t-il pas pour une grande part aujourd'hui en dehors de tout projet, hors de tout contrôle social global? Ce qu'on appelle la science ne recouvre-t-il pas désormais un vaste ensemble de développements cognitifs et idéologiques, technologiques et capitalistiques en voie d'aliénation prononcée, comme autant de puissances sociales devenues autonomes par rapport à la collectivité citoyenne et par là menaçante pour notre hominisation présente comme à venir? S'il en est ainsi, comme je le pense, dit Lucien, ce n'est pas la science qui est avidement de les défendre, ce sont des logiques d'aliénation historique qui sont à conquérir ce soir par l'organisation systématique des réappropriations sociales et civiques indispensables, qui posent des problèmes clés de démocratisation des choix, donc de formation, d'information, d'évaluation, et aussi de mise en place de nouvelles gestions publiques, de formes mixtes de services publics. À ce travail se combine et s'associe le deuxième ligne de réflexion du CSF, qui n'est pas forcément la plus connue, mais qui est également d'une grande fécondité, qui concerne la dialectique, à la fois considérée sur l'angle philosophique et sur le terrain des sciences de la nature. Après une tentative de thèse sur ce thème, tentative simplement, puisque la proposition qui avait été présentée à Jean Hippolyte s'est soldée par un rejet violent de la part de ce dernier, Lucien Sèvres va alors creuser un sillon aussi discret institutionnellement, puissant conceptuellement, qui croise les trajectoires de Hegel, Marx, Lenin, Lao, mais aussi Althusser, du structuralisme dans son ensemble. Les jalons sont là son article de 67, que la nouvelle critique a publié en 68, sur, c'est le titre de l'article, Contradiction, antagonisme, explosion. Également les textes de structuralisme dialectique qui sont parus en 84 chez les Éditions d'édition sociale, les textes qui livrent plutôt Science et dialectique de la nature, qui paraît en 98 aux éditions de Dispute, en 2005, Émergence, complexité dialectique chez Jacob. Si cette question peut sembler plus technique, moins urgente que celle que j'ai évoquée précédemment, c'est une apparence qui dissipe vite, là encore, la lecture des textes de Lucien Sèvres qui portent sur ce sujet. Là encore, je peux évoquer à nouveau une seconde que ma propre impression de lectrice, mon éblouissement même, à la lecture du premier chapitre de l'introduction des philosophies marxistes, qui s'intitulait Penser dialectiquement, et qui expose à la fois clairement, dans toute sa complexité, ce qui distingue la dialectique marxienne de la dialectique hegelienne. Il faut arrêter de penser à un concret, explique Lucien Sèvres, qui sont le tissu même du réel, comme des rapports logiques, comme des essences conçues comme invariables, mais écrit-il penser le rapport comme premier et constitutif de la chose, et concevoir les contradictions internes. À 18 ans, la leçon avait semblé rude d'abord, et après quelques efforts, on entrevoit la richesse de telles analyses. Elles offrent un moyen de concevoir, par exemple, comme telle, la marchandise, ou la valeur d'échange et le rapport entre les travaux des individus. Elles permettent de penser les classes sociales aussi, loin de toute substantification qui en figerait ce qui est en réalité la co-définition réciproque et vivante. La question de l'essence, pensée de façon matérialiste, s'avère là encore cruciale et ne prétend nullement se substituer à l'analyse des choses et phénomènes concrets, bien à l'inverse. Pardon d'y insister, mais c'est la première fois que j'entrevoyais l'importance d'une saisie dialectique du réel, l'urgence de la philosophie non découplée de ces mêmes objets réels. Du coup, les débats avec Althusser, Lévi-Strauss, Mao, etc., tels que les conçoit Lucien Sèvres, ne sont jamais strictement techniques ou réservés aux spécialistes, mais directement liés au monde et à la volonté de sa compréhension et de sa transformation, volonté dont Lucien Sèvres est toujours alimenté, et chez moi, chez tant d'autres, l'avait-il aiguisé. À l'analyse de ce que
Sincet donne une philosophie chez Marx, et qui donnera lieu à la parution d'une prochaine anthologie de textes de Marx, un 3e volume, 4e également de Penser avec Marx aujourd'hui. Je voudrais aussi ajouter la mention de l'essai de 62, la philosophie française contemporaine et sa jeunesse de 1789 à nos jours. Ce texte, dont je ne sais pas si Lucien Sèvres compte toujours au nombre de ses travaux importants, il y en a tant, m'a toujours semblé construire un regard critique extrêmement éclairant sur la philosophie en France et sur son enseignement, sur les conflits qui la traversent et qui traversent les institutions qui sont vécues. L'inscription de la philosophie dans une histoire, loin d'un enseignement qui juxtapose parfois les doctrines sans permettre dans le cours de la Genèse, ni les causes et les effets, cette inscription m'a toujours semblé une très salubre façon de redonner à la polémique ses lettres de noblesse et à la question philosophique toute sa complexité, y compris lorsque se pose et se repose la question de son enseignement. Sur ce terrain, l'intellectique, non isolable des autres, se présentent bien sûr les travaux majeurs de Lucien Sèvres concernant également la dialectique des sciences de la nature, qui reprend la distinction élaborée par lui entre contradictions antagoniques, pour aller très vite, contradictions qui s'excluent mutuellement, et contradictions non antagoniques qui se présentent comme des moments complémentaires. On a encore l'introduction à la philosophie marxiste expose de façon limpide l'hypothèse et les enjeux. Le dialogue approfondi avec des scientifiques et des chercheurs du premier plan, dialogue qu'on trouve dans un livre collectif intitulé Science et dialectique de la nature, qui est aux éditions de l'Institut de 1988, démontre la capacité du philosophe à se confronter à d'autres chercheurs et à se nourrir de leurs apports. La fécondité du dialectique de la nature aujourd'hui n'y reste à aucun moment d'affirmation vide, elle est l'occasion d'une élaboration croisée au plus haut niveau qui aide à concevoir dans toute son originalité l'intervention de la philosophie aux antipodes de la prétention de dire aux sciences qu'elles ignoreraient d'elles-mêmes, mais loin également du tout positivisme qui, au nom des faits ou de la seule pratique expérimentale, récuserait toute réflexion de nature philosophique sur le réel, sur la matière et ses processus, sur la pensée scientifique et théorique en général et ses modalités. Alors la troisième piste, pas moins actuelle que les précédentes, est celle du communisme. Le travail théorique, paru tardivement, cet axe est cependant présent dès les premiers textes de Lucien Sèvres, dans sa réflexion autour de l'abandon à la référence à la dictature du prolétariat par le PCF, par le Parti communiste français en 1976, et dans plusieurs articles intermédiaires. Il donnera lieu notamment à partir des années 90 et 2000 à plusieurs livres, Communisme, quel second souffle en 90, commencé par les fins de la nouvelle question communiste en 99, tous deux aux éditions La Dispute, dont il faut décidément saluer le travail éditorial. Coïncidant avec l'émergence du collectif de fondation communiste, la réflexion stratégique devient un des secteurs d'intervention du Sèvres, en rapport direct avec son engagement politique et en quelque forme prise par ce dernier avec son statut de membre du comité central, de 61 à 94. Aux yeux de Lucien Sèvres, le socialisme est l'objet de nombreuses confusions qui ne permettent pas de nommer par son intermédiaire les perspectives historiques à venir. Préférant reprendre à Marx l'idée d'un dépassement jusqu'au bout, dit-il, des antagonismes du capital, c'est bien cette perspective communiste, une finalité résolue, qui éclaire et doit éclairer en retour le présent et ses tâches, stratégiques comprises. En ce sens, le communisme n'est pas un horizon inaccessible, mais ce mouvement réel déjà présent, pour autant qu'il enclenche effectivement l'abolition de l'état actuel des choses, pour reprendre au moins la fameuse formule de l'idéologie allemande. Indissociable et indissocié à la lecture de Marx et de celle de Lénine, les analyses de Lucien Sèvres, portant sur le communisme, relèvent d'une volonté de réadapter le Parti communiste aux exigences de son temps, tant du point de vue de son fonctionnement interne que de ses visées et de son programme. Là encore, l'approche de Lucien Sèvres n'étant rien réservée aux spécialistes, ni aux seuls militants du Parti communiste, elle aborde des questions cruciales et nourrit un débat essentiel. La présente crise financière, faisant apparaître le caractère systémique de la crise qui est celle du capitalisme tout entier, beaucoup des plus réticents à l'admettre le voient aujourd'hui. Donc cette présente crise dévoile, si de souhaiter, l'actualité croissante de cette réflexion. Je voudrais encore citer un bref passage qui dira mieux que moi toutes ces choses. Lucien Sèvres écrit « Réactiver la visée communiste signifie rompre enfin avec ce perpétuel chamboulement des combats essentiels qui ont été devenus synonymes à la perspective du socialisme. S'attaquer sans plus attendre et sur tous les fronts aux tâches cruciales du dépassement de la régulation capitaliste et du travail marchandise, des dominations étatistes et de la conscience mystifiée, des milliers d'apports humains se reproduit l'aliénation historique. »
texte qu'on trouve commencé par les femmes. Il me semble qu'un tel énoncé a le mérite de présenter une partie des questions qui sont au cœur de l'actuelle situation comprise de la gauche, et de la partie d'entre elles qui a vocation à viser le dépassement d'ambition d'un phénomène, en tout cas si on ne traduit pas le mot allemand du capitalisme, pour répondre un terme sur la traduction du gars, justement, Lucien Sèvres a beaucoup réfléchi pour lui. Dernier point, plus brièvement, cette remarque me permet d'aborder, dernier point qui n'est pas le moins important, je pense, au jeu de Lucien Sèvres, qui concerne ce qu'il nomme modestement son souci de faire avancer pratiquement les choses. Outre la diffusion d'une culture issue de Marx, à laquelle contribue immensément son inlassable travail et la clarté remarquable de ses œuvres, l'organisation du colloque sur la dialectique, elle sera en 2005, faut mentionner les 12 années qu'il a laissées à la tête des éditions sociales, et c'est dans ce cadre qu'a été conçue et entreprise par ses soins une édition complète des œuvres de Marx et d'Engels en français. Cette histoire se poursuit à travers la récente initiative qui se nomme GEM, qui doit toute l'introduction de Lucien Sèvres, pour qu'on voit le jour une édition digne de ce nom en français. Je veux dire que je suis là aussi très fier de participer à cette entreprise et de pouvoir témoigner ici autant d'une filiation que d'une admiration. Pour conclure, et pour ne pas conclure justement après cette présentation forcément trop brève et j'espère pas trop longue, surtout d'une œuvre considérable qui marque notre temps, je dirais que cet itinéraire tout entier, intellectuel et humain aussi, cette œuvre, qui sont saluées ce soir par nous grâce à l'union rationaliste, et grâce à ce choix si conforme à l'esprit de cette union rationaliste. Cette œuvre est en cours, et les projets du Lucien Sèvres sont nombreux, rien de tout judicieux, donc je crois que vous souhaitez ce soir bon travail, et lui témoigner de notre impatience de lire la suite, de lire aussi et de relire l'ensemble de ce travail, d'une remarquable. Et s'il faut commencer par les fins, on est parfois autorisé à conclure par les principes. J'ai entendu parler avec des éloges extraordinaires de quelqu'un qui ne peut donc pas être moi, avec une impression très étrange de distanciation et dans soi-même. Je remercie tout le monde de ce qui a été dit, mais j'ai une certaine veine entrée dans les images qui ont été données d'un personnage héroïque qui serait au centre de cette soirée. Heureusement, j'ai une planche de statistique que je dois remercier. Ça, c'est déjà une bonne chose. Déjà quelque chose de plus sûr. J'ai à remercier Jean Salem. Grâce à l'hospitalité de qui, le non-universitaire que je suis peut être ainsi superbement traité dans l'un des hauts lieux de l'université française. Vraiment, merci. Je veux remercier Axel Kahn, qui m'a fait l'immense honneur du témoignage de sa compétence scientifique et médicale, de ses souvenirs communs au comité d'éthique. Je le remercie immensément de ce qu'il a dit. Je remercie Isabelle Garot, à lui très chère, et qui est, entre autres choses en effet, présidente de la grande édition Marx Engels, ce qui est pour moi une satisfaction non pareille. Vous savez sans doute que tous les grands pays de culture ont depuis longtemps déjà une grande édition chronologique complète de Marx et d'Engels, et quand je dis les grands pays de culture, même de petits pays de culture. Je crois qu'il n'y a guère de pays en Europe, y compris dans les Balkans, qui ne disposent d'une édition chronologique complète. Les Roumains, les Bulgares, bien entendu, ont une édition chronologique complète de Marx et d'Engels. La France n'en a pas. C'est quand même une chose extraordinaire et qui donne à réfléchir. Alors Isabelle Garot préside à la sortie de terre de cette enfin grande édition Marx Engels, qui sera chronologique, qui vise à être complète, qui vise à faire un pas majeur à la qualité des traductions, comme d'ailleurs des matériaux scientifiques, des annotations, etc. Venant d'elle, ce qu'elle a dit le plus infiniment. Je te remercie infiniment de tes paroles. Et puis bien sûr, je veux remercier Hélène Langevin-Joliot et à travers elle l'Union nationaliste du grand honneur, je l'ai ressenti comme tel, du grand honneur qu'ils m'ont offert en me décernant leur prix annuel pour, je cite, l'ensemble de mon œuvre, formule qui forcément chapouille toujours quelque chose, quelque part chez un auteur. Cette référence au rationalisme me touche d'autant plus que, pour moi, elle est extrêmement positive de fondation.
je veux dire d'enfance. Mon père était ingénieur de profession, originel en tout cas, scientifique d'état d'esprit, et de ces scientifiques de l'époque 1900 qui considéraient tout naturellement comme de leur devoir de transmettre l'esprit scientifique à leur descendance. C'est ainsi que mon frère et moi, nous avons bénéficié d'explications de toutes sortes de phénomènes quotidiens nous entourant et qui nous ont beaucoup marqué. Il nous faisait remarquer que quand on vide le lavabo, ça tourne dans un sens donné. Si je me rappelle bien d'ailleurs, ce n'est pas le même sens dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. J'ai entendu parler là pour la première fois de la force de Coriolis. J'ai eu le sentiment, j'espère ne pas m'être trompé, qu'en voyant se vider mon lavabo, j'assistais à la rotation de la Terre. C'est des choses qui marquent. C'est vraiment des choses qui marquent. Il y avait à la maison des livres de physique amusante. On nommait Tom Pitt. Je n'ai jamais pu savoir qui était Tom Pitt, mais je sais qu'il y a dans cette salle des gens qui pourront me l'expliquer. Et avec mon frère, nous avons fait toute une série d'expériences amusantes de physique. Par exemple, peut-on faire tenir debout une épingle sur le bord d'un goulot de bouteille? Oui, oui, absolument. C'est même très facile. Il suffisait d'y penser. Cette épingle, vous allez la faire traverser un bouchon. Dans ce bouchon, vous allez planter deux fourchettes et vous allez réaliser un système dont le centre de gravité est très inférieur à la pointe de l'épingle sur le bord du goulot. Elle y restera sans tomber, vous pouvez être tranquille. Ou bien encore, vous remplissez un verre d'eau à bord, vous glissez délicatement une feuille de papier, vous renversez le verre d'eau, il faut être soigneux dans ce geste délicat, et votre eau va tenir comme ça dans votre verre renversé. Donc, faites tout ça. Ça, il y a d'autres choses encore. C'est vous dire que, très jeune, j'ai été marqué par ce prodige qui est l'explication scientifique de phénomènes nous entourant. C'est une chose inoubliable. Heureux les enfants qui ont eu des parents qui leur ont expliqué ce genre de choses et qui ont éveillé très tôt chez eux ce sentiment magnifique qui est la victoire sur le mystère, sur l'inconnu, sur l'ignorance, sur l'incompréhensible. La force propre de l'explication rationnelle. Voilà, c'est magnifique. Et puis, je suis venu aussi assez vite à mesurer que c'était pas seulement magnifique, mais que c'était en plus extrêmement utile. Parce que l'irrationnel, le mystérieux ou pris en gluten, n'est pas innocent. C'est toujours un moyen de domination, caché ou avoué sur quelqu'un d'autre. Domination financière, domination morale, domination sociale ou politique. Étant gosse aussi, je suis en fait, les vieillards racontent toujours leur enfance. Étant gosse, j'ai été avec ma mère, c'est une chose qui m'a énormément marqué, dans une foire. Il y avait un stand où un médium faisait des choses tout à fait extraordinaires. Et j'ai en particulier assisté à ce tour que peut-être certains connaissent, beaucoup sûrement connaissent. L'assistant du médium passe dans l'assistance, distribue des bouts de papier et des enveloppes, et la consigne est d'écrire sur un bout de papier une brève phrase, ce qu'on veut. On ramasse le bout de papier, on cache chacun cachette sa propre enveloppe pour être bien certain qu'il ne peut pas y avoir de fraude. On ramasse la pile d'enveloppe et le médium pose une enveloppe sur son front. On voit qu'il fait énormément d'efforts. Ces efforts sont visibles. Je dirais presque, à mon souvenir d'enfant, la sueur perlait sur son front. Et il dit, le Mont Blanc mesure 4807 mètres. Car à cette époque, ce n'était pas 4810, mais 4807 mètres. Mesure 4807 mètres. Et dans l'assistance, quelqu'un dit, c'est extraordinaire. Et comment fait-il? C'est extraordinaire. Pendant ce temps, la police décachait l'enveloppe, soit en papier pour vérifier que c'est bien ça, le médium le lit, et voilà. Le Mont Blanc mesure 4807 mètres. Il prend une deuxième enveloppe. Et il énonce de la même manière la phrase contenue dans cette deuxième enveloppe. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du paquet. Eh bien, je peux vous dire que ma mère, qui était d'intention, en tout cas aussi rationaliste que mon père, peut-être pas de culture. À ce moment-là, les filles ne bénéficiaient pas d'un enseignement scientifique bien développé. D'intention, elle était rationnelle. Mais elle est sortie de là extrêmement éprouvée. Vraiment. Troublée. Alors que vous le savez tous, c'est une chose véritablement élémentaire. C'est une truanderie élémentaire. Simplement, il y a dans la salle un complice qui écrit le Mont Blanc mesure 4807 mètres,
Et l'acolyte, en ramassant l'enveloppe, a le soin de mettre cette enveloppe sous la pile. De sorte que lorsqu'il a dit le Mont Blanc mesure 4807 mètres et que le compère fait, c'est extraordinaire, il en prend un témoin de ses voisins, c'est extraordinaire. Pendant ce temps, négligemment, on décachait une enveloppe dans laquelle il y a un papier que le médium ne connaît pas, naturellement, qu'il lit en faisant semblant de vérifier que c'est bien le Mont Blanc mesure 4807 mètres. Et la deuxième enveloppe, il va donc tout simplement dire la phrase qu'il vient de lire. Et ainsi de suite jusqu'au bout du paquet. On va retrouver le fameux Mont Blanc. Eh bien, ma mère est sortie de cette séance, je peux vous le dire, troublée. Trouble qui se communiquait à l'enfant lui-même. Il y a quand même des choses bizarres. Voilà, c'est le genre de choses qui m'a progressivement montré qu'il n'était pas seulement bien de donner des applications scientifiques, c'était utile. Utile par rapport à toutes sortes de mystifications, de phénomènes d'emprise, de tentatives de domination. Et par la suite, j'ai lu Spinoza. Et en lisant le traité des autorités théologiques et politiques, alors j'ai aperçu que ça allait plus loin encore que je ne le croyais. Spinoza cite et commente cette fameuse phrase de Quintus qui disait « La superstition est le plus sûr moyen auquel on puisse avoir recours pour gouverner la masse. » Les Romains savaient déjà parfaitement ça. Et naturellement, Spinoza tire de cette formule de Quintus tout un long développement magnifique sur quoi il écrit sa façon à lui lire la Bible, dans laquelle il n'y a plus de miracle, et tout est au contraire fait rationnellement par Dieu, etc. Voilà. Et là, alors, on mesure que les choses vont encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a un usage politique de la mystification irrationnelle. Un usage politique. Et franchement, aujourd'hui, nous baignons en plein dedans. Nous baignons dans la mystification économique. Nous baignons dans la mystification politique. Et en ce sens, le rationalisme est vraiment le cause d'une actualité criante. C'est pourquoi, vous le comprenez bien, je ressens vraiment comme un honneur qu'on puisse considérer, entre guillemets, l'ensemble de mon œuvre, pour employer cette formule pompeuse, qu'on puisse la considérer comme ayant apporté quelque chose à cette tâche inépuisable qui est, disons, de faire sortir la lumière de l'ombre. Dieu t'aime des lumières, peut-être écouter, mais moi. J'aimerais seulement, avant de terminer, parce qu'il ne faut pas être trop, on a déjà peut-être dépassé un peu un horaire raisonnable, j'aimerais seulement ajouter deux choses en disant que ce rationalisme de fondation, chez moi, je pense qu'il a grandi dans une très longue fréquentation de Marx. Ça me paraît important de le dire. Naguère encore, Marx était traité comme définitivement mort. Nous venons d'apprendre qu'il est ressuscité, qu'il est même d'une particulière actualité. Ça ne m'étonne pas, mais je m'en réjouis bien quand même. Et dans cette actualité de Marx, il y a spécialement deux choses que j'aimerais dire, que je crois avoir apprises de lui, et qui sont un élargissement non négligeable de ce qu'on peut appeler rationalisme. La première chose, c'est que mon rationalisme à moi, mon rationalisme d'origine familiale, n'était pas seulement anticlérical, dans une famille qui a vécu 1905 de manière assez vigoureuse. Mais pas seulement cela. C'est un rationalisme qui considérait que dans toute croyance, et notamment religieuse, il n'y a aucun sens. La croyance religieuse comme un non-sens. C'est le rationalisme originel que j'ai appris, que je suis avec le lait. Dans Marx, j'ai compris toute autre chose. Toute autre chose. Parce que Marx, ce n'est pas Nietzsche. Marx, ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'athéisme de A à Z. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas croyant, qui considère que la question est réglée, et qui considère qu'en tout cas la croyance religieuse n'est pas un non-sens. Qu'il trouve même beaucoup de sens. Par exemple, lorsqu'il dit qu'il y entend la protestation contre la détresse réelle des humains. C'est un grand sens. Nietzsche n'a rien su de Marx. Nietzsche est trop occupé à sa loi qui punit les travaux forcés de prêtre comme tel, dans son Antéchrist. Voilà, ça c'est l'athéisme de Nietzsche. Celui de Marx, c'est pas du tout comme ça. Moi, j'y ai appris que l'étroitesse anti-religieuse n'est pas de bon rationaliste. Et j'y ai appris pour peut-être ce que je m'efforce à être, un matérialiste intégral, et néanmoins trouver du sens à la croyance religieuse. Trouver du sens à beaucoup de croyances d'une façon générale. Et trouver à s'entendre avec ceux qui vivent de ce sens-là, même si ce n'est pas exactement celui qu'on partage. Alors on retrouve quelque chose
chose qu'a dit, et j'ai été très sensible, Axel Kahn tout à l'heure sur le climat du comité d'éthique. Il disait, je pense que Michel Tellier a appris un peu, c'est pas un peu, c'est énormément, dans un tel contexte, par définition. L'affrontement amical, mais l'affrontement des points de vue était la donnée de base. Et donc c'est à travers ça qu'on avait avancé, qu'on avait élaboré quelque chose ensemble. On avait à voir jusqu'où on pouvait aller en commun. On a constaté qu'on pouvait aller assez loin. Beaucoup plus en tout cas que certains ne le croyaient au départ. Ils pensaient que le comité national d'éthique ne pourrait dire que des banalités ou alors aussitôt manifester ses désaccords. Alors que nous avons pu pousser très loin l'accord. En faisant ce que je persiste à appeler comme les grands fondateurs de ce comité pour lesquels on ne saurait avoir trop d'admiration et d'estime, le professeur Jean Bernard et Pierre Larocque. Voilà des hommes qui ont créé une bioéthique à la française dans laquelle il y a à la fois pleine ouverture aux apports de la science et fermeté d'une intransigeance radicale que je crains parfois de voir s'écorner en ce moment à l'égard de tout ce qui attend à la personne humaine, notamment sur le terrain économique. Bref, il y a chez Marx de quoi se ressuyer d'un rationalisme étroit, d'un rationalisme contre, et de trouver un rationalisme avec, qui pourtant n'a aucun poisson. Puis la deuxième chose que la fréquentation de Marx m'a, je pense, apprise, Isabelle Darmon en a parlé, et il y a même fait un large sort, et je lui en céderai, c'est vrai que c'est une de mes marques, c'est la dialectique. La première fois que j'ai lu le Capital, c'est l'une des premières choses qui m'ont frappé. C'est une démarche de pensée que je n'avais rencontrée nulle part. Il est vrai que j'avais peu lu Hegel à ce moment-là. Mais enfin, de toute façon, celle de Marx est très originale par rapport à celle de Hegel. Et cette démarche dialectique, elle me paraît extrêmement importante, parce que, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a deux rationalismes. Il y a un rationalisme qui ne connaît que la logique classique, celle qui proscrit la contradiction formelle, celle par laquelle, si on vient de dire quelque chose et qu'ensuite on dit tout le contraire, on fait preuve quand même d'une pensée débile. Cette proscription-là de la contradiction demeure absolument valable. Elle reste le b.a.-ba de toute pensée logique, de toute pensée rationnelle. Personne ne songe à la remettre en cause. Mais ça donne lieu tout au plus à un rationalisme. Les Allemands ont un rationalisme d'entendement. Les Allemands distinguent Verstand et Vernunft. L'entendement de la logique classique et la Vernunft, la raison qui inclut la dialectique. Et précisément, ce que j'ai appris chez Marx, c'est un rationalisme de la Vernunft. C'est un rationalisme qui inclut la dialectique. Et la dialectique, c'est la contradiction. Mais pas la contradiction de la pensée qui descend, qui se déglingue, qui n'est pas capable de tenir les deux bouts. Non. La dialectique, c'est la contradiction qui apparaît lorsque on ne considère plus les choses seulement dans leur séparation, mais dans leur connexion. Plus seulement dans leur immuabilité ou dans leur immobilité, mais dans leur évolution, dans leur développement. Et alors là, on voit surgir des contradictions. Et des contradictions d'une autre nature que celles qu'on continue à proscrire, bien entendu. Par exemple, qu'il y a l'autre dans le même. Bien sûr, en un premier sens, le même et l'autre sont des contraires. Oui, mais si vous y réfléchissez davantage, vous vous apercevrez que l'autre, il est dans le même. Parce que le même, c'est une confrontation. Vous ne pouvez dire même, par exemple, vous ne pouvez énoncer le principe d'identité de la fameuse logique classique, A égale A, comme Hegel l'a magnifiquement fait remarquer, qu'en dédoublant A en deux, pour pouvoir le confronter à lui-même et dire qu'il est le même. C'est donc un autre A qui est le même que A, bien sûr. L'autre est dans le même. Regardez-y bien. Et ça, c'est vrai partout. C'est vrai dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas penser le vivant autrement que dialectiquement. Mais dans la mesure où le monde, sans être à proprement parler vivant, fait preuve néanmoins de connexion et de développement d'une manière intense, vous ne pouvez pas non plus penser par dialectique. Je suis de ceux qui relèvent le drapeau de la dialectique de la nature. Je sais que pour beaucoup, ça passe pour une vieille lune, compromise définitivement il y a plus de 50 ans par le charlatan Lysenko. Je ne suis pas de cette opinion et j'ai essayé de contribuer à une réhabilitation. Réhabilitation dans le sens où c'est pas seulement redorer son blason, c'est évidemment améliorer de beaucoup son concept, si c'est possible. Et qui fait qu'alors la dialectique fonctionne dans les sciences. Je pense que la science d'aujourd'hui est gorgée de dialectique à un point exceptionnel. Jamais, je crois, la science n'a été aussi ouvertement productrice de dialectique qu'aujourd'hui.
mais elle est également demandeuse de dialectique. Trop peu de philosophes écoutent la dialectique à l'œuvre dans la science, peut-être trop peu de scientifiques, encore que beaucoup s'occupent de philosophie toute la guerre, trop peu peut-être de scientifiques vont chercher du côté des philosophes qui travaillent sur la dialectique, ce qu'on peut dire du point de vue philosophique qui aide à ce travail de dialecticité scientifique. Bref, il me semble que ce qui fait la vraie richesse du rationalisme, c'est de l'aborder d'une manière dialectique. J'allais dire, c'est ce qui fait le prix du rationalisme. Et par là, je me trouve rappelé à mon point de départ, en découvrant la dialectique est partout, que cette formule a un double sens. C'est pourquoi, chère Hélène Langevin, à vous et à millions rationalistes, je veux dire 2 fois merci.